Après 3 mois de suspension, les activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, le gouvernement a finalement levé le décret de suspension. Une décision, vous allez voir, diversement appréciée par les politiques. L'exploitation minière au complexe Loulo-Goungoto est dans une bonne dynamique. Tel est le constat fait par le conseil d'administration sur la production du deuxième trimestre de l'année 2024. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Le groupe Renouveau, en partenariat avec la Fédération malienne de bras de fer, lance le dimanche prochain sur sa chaîne M7 RMC la compétition de bras de fer dénommée Tcheksekene. Vous allez avoir plus de précisions sur cette nouvelle initiative du groupe Renouveau dans cette édition. Et voilà donc le sommaire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Soir. Adopté le 10 avril 2024 pour des raisons sécuritaires et d'ordre public afin de permettre la bonne tenue du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. La suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations a été levée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 10 juillet 2024. Les motivations de cette décision avec Maïmouna Ouedraogo. Le gouvernement de la transition, après plus de 3 mois de suspension des activités politiques, des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, vient de lever les décrets de suspension hier mercredi en Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant levée de la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres. Il ressort du communiqué que cette mesure de suspension était motivée par les besoins de sauvegarde de l'ordre public au regard des multiples défis auxquels le pays faisait face, tant sur le plan social que sur le plan du climat politique et social, en vue de l'organisation sereine du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale sur toute l'étendue du territoire national. Et par cette mesure dissuasive, précise le communiqué, le gouvernement a pu contenir toutes les menaces des troubles à l'ordre public qui planaient sur cet événement majeur pour la vie de la nation et de préciser qu'en cette phase de mise en œuvre des recommandations du dialogue dans un climat de maîtrise de la situation sécuritaire, politique et sociale, le gouvernement décide de lever la mesure de suspension qui frappait les partis politiques et les activités à caractère politique des associations. Pour rappel, le 10 avril dernier, les autorités de la transition ont annoncé la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. D'ailleurs, il convient de signaler que 11 responsables de la plateforme des signataires de la déclaration du 31 mars 2024, y compris les célèbres avocats Maître Mohamed Ali Bachili, ancien ministre de la Justice, sont placés sous mandat de dépôt pour violation de cette suspension des activités politiques. La réaction des politiques face à cette décision des autorités de la transition est diversement appréciée. Pour certains, elle est salutaire et pour d'autres, c'est un non-événement. Il s'est exprimé ici au micro de notre reporter Amadou Diarra. Nous avons été suspendus et nos camarades sont aujourd'hui incarcérés. Donc si déjà les hommes politiques qui ne sont pas d'accord avec une transition illégitime, et de fait, sont incarcérés et aujourd'hui on prend un décret pour faire de la communication. On ne fait pas la politique avec le décret ou avec les expressions, on fait la politique avec les hommes politiques. Donc les affidés du pouvoir regroupés en partis politiques vont aduler et saluer cette décision, mais pour moi c'est un non-événement. Parce qu'aujourd'hui, cette transition ne sait pas, en tout cas nous ne savons pas où elle veut nous amener parce que légalement il n'y a aucune date. Alors comment voulez-vous demander aux partis politiques de dire ou d'agir
dans un environnement où ils sont pourchassés en prison, leurs leaders sont en prison, d'autres sont contraints à l'exil. Est-ce qu'aujourd'hui, cette transition, après 4 ans, a réglé quel problème par rapport à l'employabilité des jeunes, au problème de l'électricité, au problème de chômage? Aujourd'hui, d'après notre ami, le président du CODEM, l'insécurité est à la porte de Sikasso. Donc, c'est en cela que nous devons chercher des réponses et non de dire que nous autorisons de nouveau les partis politiques à reprendre leur activité. Quelle activité? Dans un contexte, même l'expression est traduite en cybercriminalité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un non-événement, au risque de me répéter. Pour moi, c'est ce qui me permet vraiment de remercier sincèrement les plus hautes autorités et pour cette décision vraiment qui vient au bon moment. Parce qu'une vie de la nation sans une animation de la société civile à caractère politique par rapport à certaines activités et une vie sans une animation politique est très difficile. Parce que c'est cette politique qui amène vraiment à la cité de pouvoir s'organiser et de réaliser ses rêves. Et c'est comme quand vous privez un corps de son âme. Et c'est ça le plus important. Et nous comprenons effectivement les raisons de cette décision. Et nous espérons que de telles situations ne vont plus se répéter. Et nous espérons que tout le monde va tirer les bonnes leçons et pour qu'on puisse encore continuer à servir la nation et animer cette vie politique de la façon la plus adéquate et de la façon la plus utile pour la tranquillité, pour le développement économique et pour le bien-être de tous les citoyens maliens. C'est de cela qu'il s'agit, parce que quand une autorité prend une décision, il faut aussi comprendre, parce que quand on est responsable, on est responsable. Et il y a des décisions qui sont prises pour l'intérêt général de la population. Et souvent, on peut avoir des divergences et nous respectons cette décision et nous espérons que nous allons tous tirer les leçons et pour que les Maliens puissent vraiment mener cette vie active au sein des différentes sociétés, au sein des organisations de la partie politique pour donner une meilleure vie à nos populations. Et l'avocat des 11 hommes politiques arrêtés justement pour non-respect du décret de suspension, Maître Mamadi Samadjara a aussi réagi par rapport à cette décision du gouvernement. Il s'exprime, lui, au micro de Maliki Diallo. Mais malheureusement, il s'est avéré que ce décret, en suspendant intelligemment les activités des partis politiques, suspendait de facto aussi les partis politiques. Ce qui est contraire à la loi, parce que la loi portant charte des partis politiques précise que c'est le ministre de l'administration territoriale qui peut saisir la juridiction compétente aux fins de suspension ou de dissolution d'un parti politique. Donc, les pouvoirs sont clairement répartis entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif à ce niveau-là. Donc, dès lors que le décret va sur ces terrains, le décret empiète sur un pouvoir exclusivement attribué au pouvoir judiciaire, nous pensons que c'est illégal. D'autre part, c'est aussi un point de vue de la liberté d'expression, de la liberté de réunion des gens. Et donc, nous souhaitons vraiment de vif cœur que les autorités en tirent les conséquences afin que nos clients qui sont actuellement sous mandat de dépôt puissent recouvrer leur liberté, que les charges soient totalement abandonnées au regard de la levée de cette suspension-là. Actualité sur un tout autre plan, le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, à travers la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, a commémoré la journée mondiale contre le travail des enfants ce jeudi 11 juillet 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Cette journée de commémoration avait pour objectif de contribuer à l'éradication des pires formes de travail des enfants par la mobilisation de l'ensemble des acteurs dans World Vision en vue d'actionner le respect des engagements pris. Le compte-rendu est signé Alamakou Diabaté, Montalawatar. Il est maintenant grand temps de faire de l'élimination du travail des enfants une réalité. Organisée chaque année le 12 juin par l'Organisation internationale du travail, l'édition 2024 de la Journée mondiale contre le travail des enfants
coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de l'adoption de la Convention numéro 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants 1999. Elle est placée sous thème « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». La journée est un cadre d'échange, d'informations et de bonnes pratiques entre tous les acteurs de la lutte contre le travail des enfants. Chers enfants champions, nous vous encourageons à exprimer librement et en exposant vos préoccupations et celles des enfants de vos zones de provenance. Par ma voix, l'Alliance Joining Forces invite tous les acteurs à créer des conditions où chaque enfant peut vivre une enfance digne, sans exploitation, en bénéficiant d'une éducation jusqu'à son terme. Mettons fin au travail des enfants et offrons-leur la possibilité de rêver, de grandir et de réaliser leur plein potentiel. Cette commémoration de la journée contre le travail des enfants a été une occasion pour le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social d'attirer l'attention de la population sur les méfaits des pires formes du travail des enfants. Mesdames et messieurs, pour éliminer ce fléau, il est essentiel de s'attaquer à ses causes profondes, notamment en mettant en place un cadre juridique solide, en garantissant l'accès à une éducation de qualité et à la protection sociale et en réduisant la pauvreté et l'inégalité. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un monde où chaque enfant peut grandir sans être exploité par le travail. La célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants a été marquée par la prestation Menu Ensemble instrumentale du slam, des sketchs sur le travail des enfants et a pris fin par le lancement d'une caravane de sensibilisation à travers Bamako. Nous venons avec des nouvelles de notre compatriote, artiste, chanteuse, Rokia Traoré. Après plusieurs semaines de détention à Rome, en Italie, le sort de Rokia Traoré est désormais dans les mains de la Cour de justice de l'Union européenne qui devra statuer sur la validité ou non de la décision de la justice belge de l'extrader. Rokia Traoré a été arrêtée en Italie le 20 juin 2024 où elle devait tenir une prestation dans le cadre de la fête de la musique. Les explications avec Adam Tongar. Il faut reconnaître que l'artiste internationale malienne vient d'obtenir une première victoire devant la justice italienne où elle est détenue depuis le 20 juin dernier dans le cadre de la guerre judiciaire qui l'oppose à son ex-époux belge pour la garde de leur fille âgée aujourd'hui de 9 ans. En effet, après sa première comparution le 2 juillet dernier, la première décision de la section pénale de la Cour d'appel de Rome est donc qu'elle a accepté la demande de l'avocate italienne de Rokia Traoré pour un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne dans la mesure où la chanteuse malienne s'estime victime d'une violation des droits garantis par la Convention européenne. Rokia Traoré a en effet été condamnée sans avocat par la justice belge pour non-présentation d'enfants. La deuxième décision de la Cour d'appel de Rome est que, dès qu'une solution d'hébergement répondant à des critères de sécurité sera trouvée dans la capitale italienne, Rokia Traoré pourra être placée en résidence surveillée. Et ce jusqu'à la prochaine audience fixée au 26 septembre prochain. Arrêtée à Rome le 20 juin en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par la Belgique, la chanteuse malienne a été condamnée par défaut en 2023 à 2 ans d'emprisonnement pour non-présentation d'enfants dans le cadre d'un litige qui l'oppose depuis 2019 à son ex-conjoint et père de leur fille mineure, le dramaturge belge Jean Goussen. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le complexe Loulo-Goungoto de Barrick Gold Corporation a tenu ce mardi 9 juillet 2024 son conseil d'administration du deuxième trimestre de l'année 2024, couplé à une visite des mines à ciel ouvert à Baboto, Yaela et Gara. Et selon Marc Bistro, président directeur général de Barrick, il est nécessaire de garantir la viabilité sur le long terme du complexe pour assurer la pérennité de l'industrie minière malienne et maintenir sa contribution substantielle
à l'économie du pays. Omar Koïta. Nous sommes à la nouvelle mine à ciel ouvert de Baboto. Ici, il est prévu d'extraire près de 12 millions de tonnes de matériaux stériles pour cette année avant de toucher les minéraux. Pour cela, le complexe a mis l'accent sur la potentialité des entreprises locales. Voilà. Donc c'est vraiment un regroupement d'entreprises qui travaillent dans cette entreprise ici et nous devons gérer au mieux les interactions pour éviter les incidents et accidents. Dieu merci, et jusqu'à ce jour, vraiment ça se passe bien. Aussi, la phase de forage profond à Yalia et à Gara a commencé et est en cours de tester le potentiel d'extension à grande échelle et la répétition du système principal à haute teneur. L'équipe, les journalistes ont été invités aussi à voir sur le terrain les activités, notamment des puits, des carrières qu'on a ouvertes à Yalia. Et la nouvelle carrière de Baboto qui est opérée entièrement quand même par une société malienne, donc Kourika pour ne pas les nommer, et qui aussi avance un peu à souhait, même si effectivement on doit essayer dans la mesure du possible de booster un peu ces activités. Donc on va dire globalement c'est un trimestre qui s'est bien passé. Dans sa traditionnelle conférence de presse, le président directeur général est revenu sur sa volonté d'assurer la pérennité de l'industrie minière malienne et de maintenir sa contribution à l'économie nationale. Ça, c'est encore une période où effectivement il y a des défis ici au Mali et cela a été rappelé aux autorités avec lesquelles on est en train de travailler, surtout les autorités de transition. Et c'est vraiment pour trouver ensemble les voies et moyens pour sortir de cette crise. Et en fait, dans cette crise aussi, il faut que ça nous donne de la puissance, de la force, pour que puisse cette énergie, cette industrie minière qui contribue tant ne soit pas endommagée. Au contraire, qu'on sorte plus grandi, plus renforcé de cette crise-là. Le complexe minier aurifère Lolo-Gungoto continue de contribuer au développement local, notamment à travers les centres pilotes de formation en coupe couture pour les femmes de Boribata, avec plus d'une quarantaine de femmes en défense. Aussi, à travers la fondation Nos Vies en Partage, Marc Bristow a procédé à la remise d'un chèque de $10 000, soit plus de 6 millions de francs CFA, à l'association Espoir Handicap et Cindy Aton. Pas une première expérience que la fondation Nos Vies en Partage à travers Barrick Gold Corporation nous fait ce geste-là. Donc, et ce geste-là nous va droit au cœur parce que nous allons l'utiliser à bon escient. Le groupe Renouveau n'a pas fini avec les innovations. Cheikh Sekene ou encore la compétition de bras de fer sera lancée le dimanche 14 juillet 2024 à partir de 22 h sur la chaîne M7 RMC. L'information a été donnée en faveur d'une conférence de presse tenue ce mercredi 10 juillet 2024 par l'administration du groupe Renouveau et son partenaire, la Fédération malienne de bras de fer sportifs. L'objectif de cette toute nouvelle compétition est de promouvoir davantage le bras de fer au Mali. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité, Montala Ouattara. Initié par la Fédération malienne des bras de fer en collaboration avec le groupe Renouveau, Cheikh Sekene est une émission qui sera diffusée sur toutes les plateformes du groupe Renouveau. Cette grande émission a été initiée pour donner un nouveau visage au bras de fer sportif qui avait perdu sa notoriété depuis quelques temps. Pour la réussite de cette compétition, plusieurs dispositions sont prises par les organisateurs. Mais il s'agit de donner une nouvelle image à cette discipline afin qu'elle puisse continuer à transcender, on va dire, les clichés qui lui sont vraiment imposés par, on va dire, la mauvaise compréhension des choses, parce qu'il s'agit des jeunes gens, en tout cas, qui, de par leur masse corporelle, envoient un message, on va dire, d'agressivité, un message de violence. Or, dans la pratique, ça en est tout autre. Nous allons toujours reproduire, c'est que nous allons installer des écrans géants, c'est-à-dire mettre en place un dispositif qui permettra à ceux qui n'auront pas accès au studio de pouvoir suivre l'événement en direct, soit dans les locaux de Renouveau ici ou directement sur leurs petits écrans à travers nos 2 chaînes de télévision et nos plateformes, plus les plateformes partenaires
Malgré sa place des premières en Afrique, le bras de fer malien est confronté à de nombreuses difficultés. Et cette initiative salutaire du groupe Renouveau, selon le secrétaire général de la Fédération malienne des bras de fer sportifs, permettra de promouvoir cette discipline sportive en mettant en compétition 64 athlètes à travers le pays. Aujourd'hui, si on arrive à avoir, au-delà de l'effort de certaines personnes, une télé et puis une marraine, vraiment ça c'est un plus pour la promotion de notre discipline. La compétition doit se dérouler dans un délai de 6 mois, du 14 juillet au 15 décembre. Donc à chaque mois, il y aura des compétitions. Chaque 2 dimanches, il y a une compétition. Les joueurs sont sélectionnés à travers les équipes. À savoir, il y a 20 équipes à Bamako. Il y aura aussi des représentants de certaines régions. La compétition est soutenue par l'association Malikoukoura de Salimata Kabadjakite. Elle se réjouit du choix porté sur elle pour être la marraine de la compétition. C'est un honneur pour moi d'être la marraine de cet événement. Et je remercie le groupe Renouveau pour ce tonnerre. Je pense que c'est une grande initiative et c'est à encourager vu qu'il y a pas mal de sports qui est populaire plus que le bras de fer. C'est pour ça aujourd'hui j'ai voulu associer mon image à cette image pour encourager les jeunes qui sont dans ce sport. Il faut noter que le premier de la compétition empochera la somme d'1 million de francs CFA et la deuxième à 500 000 francs CFA. Après le bras de fer basketball, les Aiglons basketteuses du Mali vont participer du 13 au 21 juillet à la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Mexique. Et avant leur départ, notre reporter sportive Jelika Guindo est allée voir comment l'équipe s'est préparée. Je vous propose ici de suivre son reportage. Il y a des mois que les cadettes maliennes se préparent activement. Après les entraînements au Carrefour des Jeunes, l'équipe a bénéficié du tournoi de la solidarité. Ça a été une occasion pour le sélectionneur Moussa Daoudi Bibi de tester les nouvelles joueuses. On peut dire que le tournoi de la solidarité a été bénéfique parce que ça nous a permis d'avoir une idée sur l'effectif. Après ça, on a continué les entraînements à la maison de jeu. Bon, depuis le 25, on est à l'internat. On s'entraîne matin et puis soir. Sacrée championne d'Afrique en 2023 face à l'Égypte 57-56, les filles n'ont qu'un seul objectif, décrocher le trophée ou tout au moins figurer parmi les 3 meilleures équipes. Bon, on est là, on s'entraîne, on fait des exercices, il y a de l'entente et tout. Bon, on fait un jeu collectif. Notre objectif, c'est d'aller prendre la Coupe du Monde, Inch'Allah. Nous, on ne se fixe pas de limite. L'objectif, c'est de gagner tous nos matchs. Il n'y a pas de calcul. Au match de basket, on ne va pas dire je vais faire match nul ou bien perdre facilement ou bien difficilement. Non, l'objectif, c'est de gagner. Évoluant dans le groupe P en compagnie du pays hôte, le Mexique, de l'Italie et de la Nouvelle-Zélande, le sélectionneur ne ménage pas ses efforts pour avoir les informations nécessaires sur ses adversaires. Sur les réseaux sociaux avec YouTube, on essaie de regarder leurs qualifications, même si on ne sait pas si ça sera le même effectif. Mais l'idée, c'est d'avoir une idée sur leur jeu. Saluant la bonne ambiance qui règne au sein de l'équipe, la capitaine demande le soutien des autorités. Oui, ça va, il y a de l'entente dans le groupe et tout le monde s'entend, on s'encourage. Dans le groupe, ça va. Bon, on les demande de nous protéger davantage, quoi. On a besoin d'eux et tout. Les cadettes maliennes débuteront la compétition contre les hôtes mexicaines le samedi 13 juillet avant d'affronter les Italiennes le dimanche 14 juillet et avant de terminer la phase des poules contre les Néo-Zélandaises le mardi 16 juillet. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.